Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse approfondie. C'est vraiment un immense plaisir de retrouver ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour plonger au cœur de nos sources. Ouais, un vrai plaisir de mon côté aussi. Je suis ravi d'être là. Et la mission d'aujourd'hui, elle consiste à décortiquer un document très direct. C'est une sorte de guide pratique très condensé qui s'intitule «Booster tes chances d'être embauché», guide pour les jeunes. Un titre qui annonce tout de suite la couleur d'ailleurs, hein. Ah oui, c'est clair. Quand on parcourt ce texte, on découvre une véritable feuille de route, une approche vraiment étape par étape pour entrer sur le marché du travail. C'est ça. Le parcours commence par une introspection personnelle assez profonde et ça chemine jusqu'à une recommandation de formation professionnelle extrêmement spécifique à la toute fin. Et donc l'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de prendre ce guide et de comprendre non seulement la mécanique de ce qu'il faut faire, mais surtout, la psychologie derrière. Ouais, le fameux pourquoi. Voilà. Pourquoi ces étapes fonctionnent et comment elles s'articulent entre elles. Tu sais, le contexte de ce document est crucial, je trouve. Il prend un sujet qui constitue une source d'angoisse majeure pour la plupart des personnes qui entrent sur le marché du travail. Et il le décompose en actions concrètes. Parce que c'est effrayant en début, non? Ah bah, entrer dans le monde professionnel, envoyer ses premières candidatures, c'est très souvent perçu comme une épreuve monolithique. Les jeunes diplômés se sentent souvent minuscules face à des offres d'emploi qui semblent exiger Qui exige le mouton à 5 pattes avec 10 ans d'expérience. exactement une liste interminable de prérequis et des années d'expérience qu'ils n'ont logiquement pas encore eu le temps d'accumuler. Donc le texte tente vraiment de déconstruire cette montagne en petites collines franchissables. Bon, décortiquons un peu ça. Le point de départ de notre source est presque philosophique avant d'être pratique. C'est vrai. Le texte insiste sur le fait qu'avant même de songer à postuler, il faut impérativement se connaître soi-même. Ouais. Il s'agit de connaître ses forces, de faire l'inventaire de ses compétences. Et le document fait une distinction très claire entre les compétences techniques, d'un côté, et les qualités personnelles de l'autre. Les fameux soft skills. C'est ça. Le texte cite nommément l'organisation, la créativité et l'esprit d'équipe. Mais comment ce guide s'y prend-il concrètement pour transformer cette injonction un peu abstraite en véritable atout pour un candidat débutant? Ce qui est fascinant ici, c'est la phrase exacte utilisée par la source. Le texte dit « tout compte ». Tout compte. Tout compte. Cette affirmation vient briser un mythe particulièrement tenace, celui du fameux profil vide. Souvent, quand on n'a pas un long parcours en entreprise, on regarde son CV et on a l'impression qu'il n'y a rien à dire en fait. On se sent illégitime. Totalement. Or, ce texte rappelle que l'expérience de la vie est par essence une expérience transférable. Prenons un exemple hypothétique pour illustrer ce propos. Imaginons une étudiante en sociologie. Ok. Une étudiante qui a passé une année entière à gérer la trésorerie et la logistique du journal de son université. Donc un projet purement étudiant. Voilà. Elle n'a peut-être jamais mis les pieds dans une tour de bureau à la Défense, mais elle a géré des budgets de bout en bout. Elle a coordonné des équipes de rédacteurs bénévoles et elle a respecté des délais de publication stricts. Et donc, le recruteur ne verra pas seulement une activité extrascolaire, dans ce cas-là, mais une véritable gestion de projet. C'est le cœur du propos de l'auteur. Quelqu'un qui sait organiser un événement complexe entre amis fait preuve de planification. Quelqu'un qui résout des conflits dans une association sportive. Il démontre des capacités de médiation. Absolument. De la médiation et en fort esprit d'équipe. L'injonction tout compte pousse vraiment le candidat à faire un inventaire exhaustif de son vécu. C'est comme un changement de perspective en fait. C'est la toute première étape pour se bâtir une posture solide. Il s'agit de changer de regard sur soi-même pour cesser de se voir comme une page blanche et commencer à se percevoir comme un professionnel en devenir. Un professionnel qui possède déjà des réflexes transposables dans le monde de l'entreprise. Le guide ne s'arrête d'ailleurs pas à cette introspection introspective, si je puis dire. Une fois cet inventaire réalisé, la source pousse immédiatement le lecteur vers la vitrine. Le CV. Le CV est la lettre de motivation. Le texte indique que ces documents constituent la première impression et souligne qu'ils doivent être clairs, précis et surtout, et c'est écrit noir sur blanc, adaptés à chaque poste. Fini le copier-coller. Il semble, oui. L'époque du CV générique imprimé en 100 exemplaires et distribué à la chaîne semble définitivement révolue, selon l'auteur. Ah bah la fin du CV générique, c'est une réalité dictée par le fonctionnement même des ressources humaines modernes. C'est-à-dire, Faut savoir qu'un recruteur passe en moyenne quelques secondes seulement sur un CV lors d'un premier tri. C'est fulgurant. Si le document n'est pas taillé sur mesure pour faire écho aux mots-clés de l'offre d'emploi, il est écarté. directement à la poubelle. Souvent par des logiciels d'ailleurs.
Ce que la source indique implicitement, c'est que l'adaptabilité du CV prouve l'intérêt du candidat pour le poste spécifique. C'est une marque de respect pour le temps du recruteur, en fait. Le détail qui tue, je trouve, c'est que le texte apporte une recommandation très ciblée pour pallier ce manque d'expérience formelle. Il conseille de mettre en avant les réalisations issues des études ou des projets personnels. Ouais, on en revient à l'étudiante en sociologie. C'est ça. Mais c'est une stratégie intéressante, mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour convaincre un employeur qui recherche avant tout des garanties de performance? En ressources humaines, la mécanique d'évaluation d'un profil junior repose sur la notion de potentiel, plutôt que sur le poids du passé. D'accord. Quand la source dit de mettre en avant un projet personnel ou étudiant, elle indique comment fournir des preuves concrètes d'une capacité à accomplir une tâche. Un employeur lit le CV d'un jeune diplômé, non pas pour y trouver le récit d'une longue carrière. Puisqu'il n'y en a pas par définition. Exactement. Il le lit pour y déceler des indices rassurants sur son comportement futur. En voyant qu'une personne a mené à bien un projet d'études complexe, de la conception à la livraison, le recruteur peut projeter cette réussite. Il se dit, si elle a pu le faire là, elle pourra le faire chez moi. Voilà, c'est un pur exercice de traduction en fait. Transformer une victoire académique en compétences professionnelles exploitables et surtout rassurantes. Et justement, cette notion de réassurance nous amène au troisième point du guide, qui aborde la fameuse boîte à outils numérique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah, le fameux nerf de la guerre. Oui, le texte liste rigoureusement les éléments indispensables, la bureautique classique, la capacité à communiquer efficacement par email et la gestion de projets en ligne. Ça paraît basique dit comme ça. Ça paraît basique, mais le document nomme très spécifiquement certains logiciels comme Excel, Word, PowerPoint, ainsi que des environnements collaboratifs comme Google Workspace. La question qui se pose en lisant cela, c'est de savoir si ces outils sont vraiment devenus à ce point discriminants, au point de bloquer une embauche s'ils ne sont pas maîtrisés à point. Sans aucun doute, cette énumération dessine la topographie exacte du travail de bureau contemporain. Prenons un instant pour clarifier ce que recouvrent ces termes, car ils vont bien au-delà de la simple saisie de texte. Ce n'est pas juste taper une lettre sur Word. Pas du tout. Quand le document cite Google Workspace, il parle de la capacité à travailler en simultané sur des documents hébergés dans le cloud. Il parle de gérer des droits d'accès complexes et à collaborer de manière asynchrone avec des équipes parfois réparties sur plusieurs fuseaux horaires. C'est une vraie gestion de flux d'informations. C'est ça. De la même manière, maîtriser Excel ne signifie pas simplement savoir faire une addition dans une case. Ce que tout le monde sait faire, a priori. En principe, oui. Mais là, ça implique souvent de savoir manipuler un tableau croisé dynamique, c'est-à-dire cette fonctionnalité précise qui permet de prendre des dizaines de milliers de lignes de données brutes. Ah oui, les fameux TCD. Les TCD, ouais. Pour les synthétiser en un tableau clair en quelques clics. Ne pas maîtriser ces concepts aujourd'hui, c'est risquer d'être perçu comme inadapté au rythme de l'entreprise moderne. Le guide utilise d'ailleurs une expression très forte à ce sujet. Il parle d'investir quelques heures sur ces outils pour faire toute la différence. On ressent presque un impératif de rentabilité dans ce conseil, tu ne trouves pas? Le terme investir est parfaitement choisi par l'auteur ici. C'est un calcul de rentabilité extraordinaire à l'échelle d'une carrière. Pourquoi? Passer 1 ou 2 week-ends à suivre des tutoriels en ligne pour maîtriser l'architecture d'un tableur ou la gestion des courriels professionnels, ça envoie un signal massif à un futur employeur. Lequel? Ce signal dit tout simplement que l'entreprise n'aura pas besoin de mobiliser les ressources d'un manager pendant 3 semaines pour m'apprendre à formater un document de présentation ou à partager un fichier sécurisé. Ah oui, c'est du temps de gagner pour tout le monde. La fluidité technologique est perçue comme un gain de temps immédiat. Personne n'a envie d'alourdir la charge mentale d'une équipe avec une recrue qui freine les processus de base. En maîtrisant ces outils, le candidat désamorce une objection majeure avant même qu'elle ne soit formulée. C'est hyper malin comme approche. Et une fois ces barrières techniques franchies sur le papier, le document aborde l'étape décisive, l'épreuve du feu. L'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche. La méthode proposée par la source s'articule autour de 3 axes. Rechercher des informations sur l'entreprise en amont, anticiper les questions potentielles et répondre de manière à montrer que l'on a parfaitement compris les besoins de la structure. C'est du solide. C'est une approche qui exige une préparation intense en tout cas. On est bien loin de l'improvisation ou du talent à l'étape pure. Si l'on relie cela à une perspective plus large, il faut bien admettre que l'entretien d'embauche souffre globalement d'un énorme problème de perception. Comment ça? Dans l'imaginaire collectif, particulièrement chez les plus jeunes,
Il est souvent perçu comme un interrogatoire. On imagine un face-à-face asymétrique où le candidat est sur la défensive, transpirant un peu, attendant fébrilement de voir où le recruteur va chercher la faille. Oui, le fameux «Quels sont vos 3 défauts?» Exactement, le genre de question piège qu'on redoute. Mais la source que nous étudions tente de renverser ce paradigme d'anxiété. En incitant le candidat à comprendre et à verbaliser les besoins de l'entreprise, le texte suggère que l'entretien devrait plutôt s'apparenter à une réunion de travail entre de futurs collaborateurs. Il s'agirait donc de changer de posture pour passer de la personne évaluée à la personne qui propose des solutions. C'est tout l'enjeu de cette préparation. C'est une démonstration d'adéquation en temps réel. Montrer qu'on a analysé le modèle économique de l'entreprise, ses concurrents ou ses défis actuels, c'est prouver qu'on est déjà intellectuellement impliqué dans sa réussite. On se projette déjà dans le poste. Le candidat n'est plus un demandeur d'emploi passif. Il devient une ressource potentielle qui offre ses services pour résoudre un problème spécifique de l'entreprise. Ce recadrage intellectuel transforme fondamentalement l'angoisse en proactivité. Et ça change toute la dynamique de la conversation lors de l'entretien. Alors pour obtenir cet entretien, le guide met en lumière une dimension souvent redoutée, le réseautage. Le texte avertit explicitement qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du réseau. Ah, le fameux réseau. Maître de stage. De plus, le texte identifie des terrains de jeu spécifiques comme les événements professionnels, les forums ou les webinaires. Ouais. Cette insistance sur le réseau ne suggère-t-elle pas que la candidature classique, envoyée de manière isolée via un portail d'offres d'emploi, a atteint ses limites aujourd'hui? Cette partie du texte pointe directement vers une réalité sociologique majeure du monde du travail. C'est ce qu'on appelle le fameux marché de l'emploi caché. Marché caché? Mhm. Une proportion gigantesque des postes à pourvoir n'est jamais publiée sur les plateformes publiques. Jamais. Ces opportunités circulent par le bouche à oreille au sein de cercles professionnels restreints. On peut utiliser une analogie pour bien comprendre ce phénomène, si tu veux. Vas-y, je t'en prie. Le marché de l'emploi classique, c'est un peu comme faire la queue devant la porte principale d'un établissement très sélect en espérant que le physionomiste à l'entrée, Le logiciel de tri des CV? c'est ça, le fameux algorithme, accepte de laisser passer le dossier. C'est long et aléatoire. Le marché caché et le réseau, c'est arrivé avec un habitué des lieux qui glisse directement un mot au gérant. On entre par une porte dérobée. C'est une image très parlante. L'efficacité de la recommandation repose donc sur un transfert de crédibilité, en fait. Absolument. Du point de vue d'un recruteur, chaque nouvelle embauche représente un risque financier et opérationnel énorme. Pourquoi un manager accordera-t-il plus facilement sa confiance si un candidat est recommandé par un professeur réputé ou un ancien collaborateur? Parce qu'il fait confiance à cette personne-là. Parce que la personne qui recommande engage sa propre réputation dans la balance. Si ce professeur de confiance certifie qu'un profil est rigoureux et fiable, cela possède infiniment plus de poids qu'une lettre de motivation où le candidat s'auto-attribue ces mêmes qualités. C'est logique. C'est une validation tierce. Le réseau, tel qu'il est prôné par la source, n'est pas une incitation au favoritisme aveugle. C'est un système très sophistiqué de validation par des pairs qui permet de réduire le risque d'erreur des castings. L'exploration de ces différentes strates révèle un parcours quand même super exigeant. Le guide fait d'ailleurs preuve de beaucoup de réalisme en abordant dans sa 4e partie la dimension purement psychologique de cette quête. C'est une partie très intéressante, ça. Oui, parce que l'auteur reconnaît noir sur blanc que la recherche d'emploi s'apparente à un marathon, particulièrement lors des premières années de carrière. Face à la longueur du processus, la source propose une véritable philosophie de la persévérance. Comment ça se traduit, ces études? Eh bien, elle suggère de voir chaque candidature, et donc implicitement chaque rejet, comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. C'est ce qu'on appelle en psychologie un recadrage cognitif de l'échec. Le rejet, ou pire, le silence pesant des recruteurs, fait partie intégrante de la mécanique de recherche d'emploi. C'est inévitable. C'est dur pour l'ego quand même, hein. Très dur. Si une personne perçoit chaque absence de réponse comme un échec personnel ou une invalidation de sa valeur intrinsèque, sa motivation va inexorablement s'effondrer. Elle va baisser les bras. C'est le risque principal, oui. En revanche, si, comme le préconise le texte, chaque itération est analysée avec une sorte de détachement clinique, du genre est-ce que la structure du CV était assez percutante? Ouais. Le vocabulaire technique était-il bien adapté à cette industrie précise? Où est-ce que j'ai bafouillé au téléphone? Voilà, l'argumentaire lors du premier échange téléphonique manquait-il de précision? Si on fait ça, alors le processus cesse d'être une souffrance pour devenir un laboratoire d'apprentissage continu. La méthode permet de reprendre le contrôle sur une situation où le candidat se sent initialement impuissant. C'est très puissant comme changement de mentalité. Mais le document opère ensuite un virage structurel très marqué.
Ah oui, la transition. Exactement. Après avoir méthodiquement construit cette fondation théorique, psychologique et stratégique, il ne laisse pas son lecteur repartir avec de simples concepts abstraits. Il pivote pour proposer une solution pratique, immédiate. Et c'est là que l'analyse du texte devient particulièrement intéressante sur le plan de la communication. On change de registre là? Totalement. On passe d'un ton de conseil global à la présentation très spécifique d'un organisme, le cabinet ICE. L'auteur indique que pour aller plus loin et booster concrètement ses chances, ce cabinet dispense des formations professionnelles pratiques spécifiquement conçues pour répondre aux carences des profils juniors. C'est un mouvement très calculé, hein. Comment analyser cette transition soudaine vers une offre de service, selon toi? La structure rhétorique du document s'appuie sur une mécanique classique et d'une redoutable efficacité. C'est le schéma qu'on appelle problème, implication, solution. Donc on crée d'abord le besoin. Dès les premières lignes, l'auteur s'attache à conscientiser le lecteur sur les immenses défis du marché du travail. Il détaille minutieusement les compétences requises, l'exigence des recruteurs, la nécessité absolue de maîtriser des outils complexes et la pression énorme de l'entretien. Ça met un peu la pression d'ailleurs en le lisant. Ce faisant, il construit un sentiment de nécessité, voire une légère urgence face à l'ampleur de la tâche. Puis, au moment exact où le lecteur pourrait se sentir un peu dépassé par toutes ces injonctions, le document fait converger toutes ces problématiques vers une réponse unique et centralisée. Le cabinet IC se présente donc comme l'antidote à l'anxiété générée par les premières parties du guide. Exactement. Le texte précise d'ailleurs que ces formations ciblent la maîtrise des fameux outils bureautiques abordés plus tôt, comme Word ou Excel, avec la promesse forte de rendre le candidat vraiment prêt pour le marché de l'emploi. C'est l'essence même de ce pivot stratégique. Le cabinet ICCI n'est pas simplement mentionné comme une option parmi d'autres au hasard. Il est positionné comme le pont pragmatique entre la théorie des études supérieures et la réalité implacable de l'entreprise. Ça ferme la boucle en fait. En proposant de combler précisément les lacunes identifiées dans la première moitié du document, l'offre de formation apparaît comme l'aboutissement logique et rationnel de la lecture. Le document crée le besoin éducatif et fournit simultanément l'infrastructure pour le satisfaire. Invitant à s'inscrire aux formations du cabinet pour transformer ses ambitions en réussite, tout en prenant bien soin d'indiquer que le lien de redirection se trouve dans la description de la publication. Rien n'est laissé au hasard. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au moment de dresser le bilan de cette exploration? Si l'on rassemble les différentes pièces du puzzle, on obtient une architecture très cohérente de l'employabilité. C'est le mot. Ce guide repose sur des piliers incontournables. Une connaissance aiguë de soi-même pour identifier ses forces, une capacité à traduire ses forces dans des documents de candidature personnalisés au millimètre, une mise à niveau stricte sur les outils numériques de base avec l'alternative concrète des formations ICE pour accélérer ce processus, bien sûr, une préparation stratégique aux entretiens, l'activation patiente d'un réseau de recommandations et enfin la construction d'une résilience mentale pour affronter les inévitables refus. Il est fondamental de souligner que, bien que ce document s'adresse explicitement, et de par son titre, à un public jeune et inexpérimenté, la mécanique globale qu'il détaille constitue en réalité l'anatomie universelle de toute transition professionnelle réussie. Ah oui, tu penses que c'est valable pour tout le monde? Mais totalement. La nécessité de faire l'inventaire de ses compétences transférables, l'urgence de maintenir ses outils numériques à jour ou la capacité à mobiliser des alliés autour d'un projet de carrière, ce sont des lois immuables. Qu'on ait 20 ans ou 50 ans. Qu'il s'agisse de chercher un premier contrat en sortant de l'université ou de piloter une reconversion totale après 20 ans de carrière dans un tout autre domaine, ces fondamentaux ne varient pas. Le document offre une matrice d'employabilité totalement intemporelle. C'est une perspective qui donne vraiment de la profondeur à ce qui semblait n'être qu'un simple mode d'emploi pour débutants. On réalise que les mécanismes d'intégration au monde de l'entreprise obéissent à des règles qui transcendent complètement les niveaux d'ancienneté. Ce qui amène inévitablement à une réflexion plus large. Une question qui n'est pas posée frontalement par le texte, mais qui émerge très naturellement quand on en scrute les recommandations à la lumière de l'actualité technologique. Quelle est cette question, Sam? Le guide que nous venons d'analyser insiste très lourdement sur la nécessité de maîtriser des outils comme Word ou Excel et de rédiger des lettres de motivation irréprochables. C'est le standard de validation actuel. Oui, c'est ce qu'on disait avec l'investissement de quelques heures. Cependant, à une époque où les intelligences artificielles génératives sont désormais capables de rédiger des candidatures d'une parfaite justesse sémantique en quelques secondes, C'est vrai. capables de résumer des parcours complexes et même de coder des macros Excel ou de générer des tableaux d'analyse financière sur une simple requête vocale, on observe un basculement tectonique majeur là. Ce qui remettrait du coup totalement en question
le poids de ces fameuses compétences techniques dans la balance du recrutement. Précisément, si la maîtrise technique et bureautique parfaite devient une commodité offerte par la machine et accessible à n'importe quel candidat qui appuie sur un bouton, la différenciation technique s'effondre. Tout le monde sera au même niveau. La question provocatrice qui se pose alors est de savoir si ces fameuses qualités personnelles, tu sais, celles mentionnées à la toute première ligne de notre source, et parfois reléguées au second plan, L'organisation, l'esprit d'équipe. l'empathie, l'intelligence émotionnelle, la créativité humaine, la capacité à gérer des conflits interpersonnels, est-ce que ces qualités ne vont pas très bientôt devenir les seuls véritables critères d'embauche ? Si l'intelligence artificielle exécute la bureautique à la perfection, il est fort probable que le marché ne valorisera plus chez l'humain que sa capacité à être profondément et irréplaçablement humain. C'est fascinant parce que c'est une réflexion qui renverse complètement l'échelle de valeurs habituelles du monde professionnel et qui, au final, replace l'introspection, cette toute première étape de notre guide, au centre absolu du jeu. La boucle est bouclée. La technologie repousse les limites de l'exécution, c'est vrai, mais l'esprit de collaboration et la nuance émotionnelle resteront sans doute les atouts les plus précieux à cultiver pour ceux qui nous écoutent. C'est une interrogation riche et vertigineuse que l'on va laisser en suspens pour nourrir les pensées de chacun après cette session. Il y a de quoi réfléchir. Oh oui! Un immense merci d'avoir partagé ce temps pour décortiquer l'anatomie de cette source et en tirer ces enseignements à la fois pragmatiques et très prospectifs. Merci à toi, c'était passionnant. L'invitation est lancée pour notre audience. Il s'agit de rester curieux, d'analyser les mécanismes du monde qui nous entoure et de cultiver avec soin ces fameuses forces personnelles. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle plongée au cœur des sujets qui façonnent notre compréhension de la société. À très bientôt!